L'armée de Vladimir Poutine redouble ses attaques. Donald Trump semble perdre patience mais ne prend aucune mesure de rétorsion. Alors où en est-on du projet américain de rétablir la paix en Ukraine? Trump se fait-il balader par Poutine? Y a-t-il un rôle à jouer pour les Européens? Quelles sont les alternatives si la négociation n'a pas lieu? De tout cela, nous débattons ce soir dans le club Le Figaro International. Moïse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et géopoliticien, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, après avoir été cofondateur de l'IFRI. Vous êtes chroniqueur pour de nombreux titres français et anglo-saxons. Vous avez enseigné au King's College de Londres, à Harvard, à Sciences Po Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, et j'en passe. Vous êtes l'auteur de plusieurs classiques et votre dernier livre, Le triomphe des émotions, la géopolitique de la peur, entre peur, colère et espoir, a reçu le prix Vauban en 2024. Tatiana Kastueva-Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste de la politique intérieure et de la politique étrangère russe, directrice du centre Russie-Eurasie de l'IFRI. Vous êtes notamment l'auteur de La Russie de Poutine en 100 questions aux éditions Talendier. Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, ancienne correspondante à Moscou et Washington. Vous publiez chaque semaine une page de débat autour du monde dans le Figaro et votre dernier livre s'intitule « Quand l'Ukraine se lève », co-signé avec Constantin Sigoff chez Talent Éditions. Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir Philippe. Vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin et auteur de nombreux reportages en Ukraine depuis le début de la guerre en 2022. Alors, que se passe-t-il entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Il semblerait que le Russe résiste à l'Américain. Poutine ne veut rien céder, Trump voulait un cessez-le-feu inconditionnel. Même ça, c'est un pont trop loin. Pourquoi résiste-t-il à la simple demande d'une trêve? Tatiana Kastueva-Jean. Parce que Vladimir Poutine a des objectifs très précis, qu'il ne cesse d'étaler par écrit et oralement. Il ne veut pas dévier d'un iota. Il estime qu'il va y arriver, soit d'une manière militaire, soit d'une manière diplomatique. Il y a plusieurs voies pour y arriver, mais ces objectifs-là, il ne veut pas céder. Et pour lui, la crainte qu'il exprime, c'est que le cessez-le-feu profitera surtout à l'Ukraine, que les alliés européens et probablement américains vont continuer à armer, que cela va jouer contre lui. Lui aussi, il va continuer à s'armer pendant une trêve. Mais bien sûr qu'il va continuer à s'armer pendant la trêve. Mais néanmoins, en fait, il met d'emblée les conditions maximalistes déjà pour le cessez-le-feu. Il met déjà les conditions qui devraient et pourraient faire objet de la négociation ultérieure. Donc il dit, tant qu'on ne répond pas à mes exigences, je n'avance pas. Et donc là, en ce moment, on est dans des spirales de cette négociation où Vladimir Poutine prépare un mémorandum qu'il va soumettre aux Ukrainiens, à l'approbation des Ukrainiens, et on peut tout à fait supposer déjà la suite. De toutes les manières, il n'y a pas de raison. Il va réitérer ses demandes. Bien sûr, il va réitérer les demandes vis-à-vis de l'Ukraine, qui sont les mêmes depuis le début de la guerre. Il expose, même pas depuis le début de la guerre, mais bien, ça date de la période d'avant, décembre 2021, il y avait déjà ce type de mémorandum où Vladimir Poutine exposait ce qu'il souhaitait en Ukraine. Et c'est exactement ça qu'il va réitérer d'une manière ou d'une autre. On va venir sur le fond des choses, mais Laure Mandeville, Poutine voulait se réconcilier avec Trump, semble-t-il. Pourquoi ne lui fait-il même pas le cadeau d'une trêve? Parce que ce n'est pas sa priorité de se réconcilier avec Trump. Je crois que sa priorité, on la connaît. Et Trump l'a dit lui-même. Il a dit, après sa conversation avec Poutine, Poutine veut tout. Il a dit ça à ses alliés européens dans une conversation téléphonique. Et je crois qu'enfin, il a dit quelque chose de juste sur la Russie, c'est qu'en fait, il y a un hiatus, et je dirais une contradiction, un gouffre absolu entre ce que propose Donald Trump, qui propose en réalité un retour à quelque chose de normal. Il dit mais ça serait logique qu'on établisse ces bonnes relations, qu'on fasse du business, et il est prêt à s'asseoir sur énormément de revendications de l'Ukraine ou même sur la question de la justice. Donc, il était prêt à donner énormément à Poutine en échange de ce miraculeux rapprochement qu'il aurait arraché par la seule force de ses bonnes relations.
là-dedans, dans ce rapprochement? Mais ce qui est intéressant, c'est que Poutine a d'autres objectifs. Poutine pense qu'il peut tout avoir. C'est-à-dire Poutine, d'abord, il est ce qu'on ne comprend pas, on continue à ne pas comprendre en Occident, on ne le prend pas au sérieux. En fait, Poutine n'est pas du tout dans un projet de réconciliation avec les États-Unis, il est dans un projet de confrontation fondamentale avec l'Occident. Il est dans un projet de revanche qui se décline à la fois par une revanche impériale. Il veut revoir en fait tout l'équilibre post-91 et il veut en plus se confronter à l'Occident, se venger de l'Occident, humilier l'Occident et changer l'ordre imposé par l'Occident, l'ordre du droit, et donc il veut tout casser. Dominique Moisy, et il pense que Trump l'aidera. Voilà. Votre point de vue là-dessus, est-ce que c'est Trump qui s'y est mal pris? Est-ce que c'est une mauvaise analyse des ambitions de Poutine? Parce que si Poutine n'a rien à faire des amabilités de Trump, il pouvait le montrer dès le début et ne pas perdre 2 heures au téléphone avec le président américain. Il y a une ambiguïté, non, dans le comportement Non, je crois que Laure l'a très bien expliqué. C'est pas Trump qui s'y est mal pris. C'est qu'il ne comprenait pas les intentions de Poutine. Alors je crois qu'il y a 2 choses qui sont essentielles aujourd'hui. La première, c'est que Poutine est convaincu que le temps joue en sa faveur, que l'élection de Donald Trump a été un cadeau des dieux pour lui et qu'il progresse sur le terrain avec ses troupes. Et comme un fruit mûr, l'Ukraine, à un moment donné, va tomber. Donc ce qu'il attend, en réalité, c'est une capitulation de l'Ukraine. Et comme il considère que l'Amérique, en fait, n'est pas prête à prendre le parti de l'Ukraine, et que l'Europe est trop faible pour se substituer à l'Amérique, eh bien, il n'a qu'à attendre. Et, donc Trump est un cadeau des dieux parce qu'il va lui céder l'Ukraine. Parce que, c'est comme ça que vous qu'en réalité, Trump, la question des valeurs ne l'intéresse en rien. L'idée que l'agresseur peut l'emporter sur l'agressé, l'idée que la force peut l'emporter sur le respect du droit, ce sont des questions qu'il n'intègre pas, qui n'entrent pas dans son schéma intellectuel. Oui. Alors que la chose est très claire. Poutine, dès le début, entend que l'Ukraine devienne une nouvelle Biélorussie, que dans un premier temps, le drapeau ukrainien peut flotter à Kiev, mais que les décisions sont prises à Moscou, comme dans le cas de Minsk, elles sont prises à Moscou. Mais à vous entendre tous, on pourrait s'épargner cette espèce de ballet diplomatique qui, d'après ce que vous dites, ne rime à rien, puisque Poutine veut aller au fond des choses. Peut-être Patrick Saint-Paul, Donald Trump a quand même mis sur la table énormément de concessions dès le début. Sans aucune contrepartie de la part de Poutine. Sans demander aucune contrepartie à Poutine. Donc il y a quand même un dialogue diplomatique, il y a quelque chose. Oui, mais il y a une chose qui est évidente et qui est ressortie de cette conversation, ou en tout cas des bribes qu'on a transmis Trump à ses alliés, c'est qu'il veut tout, comme le disait Laure, mais aussi il pense qu'il est en train de gagner la guerre. Ça c'est ce que Trump a dit dans sa conversation au chef d'État européen. Et on voit en fait que tout indique qu'il n'est pas prêt à négocier et qu'il pose ces questions, ces conditions maximalistes, parce qu'il met tout en place pour poursuivre la guerre. On voit qu'aujourd'hui, les usines russes peuvent fabriquer 100 drones par jour et qu'il a donné des ordres pour en fabriquer 500 dans un délai de 1 à 2 mois. 500 par jour. Là, on a vu la dernière attaque ce week-end, c'est plus de 350 drones qui ont attaqué plusieurs grandes villes d'Ukraine, en plus des donc il monte en régime, plus des missiles. Donc militairement. Il monte le régime. Là, il a fait des attaques sans précédent et il montre bien qu'il est prêt à continuer la guerre, et bien qu'il n'avance pas sur le front dans le Donbass. On voit qu'il est aussi quand même en train de préparer des choses à la frontière avec la Biélorussie, et qu'il a toujours en tête l'idée de faire un blitz sur Kiev si possible, en passant par la frontière biélorusse. Tatiana
Tatiana Castouet-Vajan, c'est un leurre ce jeu diplomatique? C'est juste pour la galerie? Pas tout à fait. Je pense que Vladimir Poutine ne met pas sur le même plan l'Ukraine et la relation avec les États-Unis. Et pour lui, il faut faire de l'Ukraine un petit problème qui, quel que soit le règlement, ne doit pas empêcher le rétablissement de la relation avec les États-Unis. Et là-dessus, il est presque en phase avec Trump. Oui, tout à fait. Il est sur une ligne de crête où à la fois il ne veut rien lâcher sur l'Ukraine, mais en même temps il ne veut pas fâcher Trump. Il veut qu'il reste dans le jeu, qu'il puisse avancer. Et d'ailleurs, on en parle moins, mais en fait cette négociation, elle est séparée en plusieurs dossiers. Et le dossier de la relation bilatérale, du rétablissement de la relation consulaire, diplomatique, des relations économiques avance à bas bruit, sous les radars, indépendamment du dossier sur l'Ukraine. Mais le sujet est quand même, est-ce que Vladimir Poutine, à un moment, ne va pas, dans sa politique, être contre-productif et s'aliéner Trump, empêcher ce retour de la relation bilatérale, car... Et pour l'instant, il va quand même assez loin dans la défense de ses intérêts. Il estime qu'il peut le faire. Mais il estime que voilà, qu'il ne perd pas les bonnes grâces de Trump. Il estime qu'il a tous les atouts sur le terrain militaire, que pendant que la négociation diplomatique patauge, lui, il prépare probablement l'offensive de l'été pour prendre encore plus, parce que désormais, il est question non seulement de l'annexion des 4 régions en plus de la Crimée, mais aussi de la création de la zone tampon. Et c'est la zone qui va au-delà des régions qu'il a annexées et qui figure. Il faut craindre une offensive. Il faut craindre une offensive russe là. Dans les semaines qui viennent. C'est tout à fait possible. Oui, je pense que dans la tête de Vladimir Poutine, l'économie tient, la société est derrière lui, les élites ne se révoltent pas, et qu'il a toutes les possibilités lentement mais grignoter le terrain. Tous les services occidentaux pensent qu'il y aura une nouvelle offensive russe. Tous les 2 jours. Et est-ce que ça fait perdre la face à Trump ou pas? Moi, je pense que pour le coup, Trump, c'est ce qui s'est passé. Pour vous, Poutine balade Trump? Ou ils sont d'accord en fait? Non. Moi je pense qu'il le balade et qu'il vient de lui infliger un camouflet extrêmement violent, puisqu'il y a quand même eu cette négociation et que Trump avait dit il faut qu'on se parle pour qu'il y ait cette possibilité d'ouverture des négociations de paix, etc. Et juste après, il y a cette offensive qui est quand même d'une violence incroyable. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même des dizaines de morts en quelques jours. Il y a eu effectivement ces 300 drones et missiles qui ont été lancés. Ça a été très très violent. Et donc, au fond, Trump avait mis sur la table cette négociation et lui, il met sur la table l'escalade. Et donc, il met Trump au défi. Il le défie d'une certaine manière, il le teste. Et donc, Trump aujourd'hui est dans une situation, il est obligé d'agir. Pour l'instant, il n'a fait que parler en disant mais il est devenu complètement fou, etc. Et donc, il est encore, moi je pense, il a du mal à enterrer son projet pour lui, la réconciliation avec la Russie. Mais pour vous, il va devoir l'enterrer. Il va être obligé, mais regardez ce qui s'est passé dans l'histoire récente des différentes présidences américaines. Tous les présidents américains ont essayé de se réconcilier avec la Russie et d'avoir une bonne relation, de rétablir une sorte de relation. Et tous ont été déçus, pour des raisons différentes. Terriblement déçus pour des raisons différentes, mais souvenez-vous, le redémarrage de Obama, Bush qui avait vu l'âme de ses yeux. La spécificité de l'affaire Trump, c'est qu'il essaie cette tentative de réconciliation dans une période proprement d'agressivité absolue, où la Russie est encore une fois, dans une crispation anti-occidentale. Il faut voir cette société qui est aujourd'hui mise au garde à vous dans toutes les écoles. Il y a ces mouvements militaires, on leur serine du matin au soir. Il faut voir les nouveaux manuels d'un anti-occidentalisme, mais virulent. C'est une sorte de train qui est lancé vers l'Occident pour se confronter à lui. Et donc, s'imaginer qu'on va dénouer ça par le business et les transactions, c'est une erreur majeure. Et je pense que Trump, c'est très difficile à avaler. Et toute la question, c'est est-ce qu'il va se désintéresser du sujet et ne pas voir la dangerosité de cette réalité russe, ou est-ce qu'il va enfin
comme l'attendent ses alliés européens et l'Ukraine, décider d'utiliser le slogan qu'il a lui-même mis en avant, de la paix par la force. Tatiana, je voulais rebondir sur l'idée que tous les présidents américains ont commencé par un reset, par l'amélioration de la relation, etc. C'est tout à fait vrai. La différence cette fois-ci, c'est qu'on a quand même Trump qui a une proximité idéologique avec Poutine, qui a la même vision de monde et qui surtout veut une Amérique qui se retire des affaires mondiales. Et il y arrive ou il n'y arrive pas, mais c'est un peu ça l'objectif en fait. Et ça arrange parfaitement Vladimir Poutine. C'est en ça que la situation actuelle, elle est différente. Et tout le sujet, en fait, c'est à quel moment Trump va reconnaître, à mon avis, il se rend compte qu'il se fait balader, mais à quel moment il va le reconnaître, de quelle manière? Est-ce qu'il va dire, le sujet est trop compliqué pour moi, je me retire de ce dossier, je laisse ça aux Européens? Ce qu'il a déjà menacé de faire. Absolument. Oui, est-ce qu'il va dire, et finalement, aux États-Unis, il y a aussi des forces qui poussent en faveur de l'Ukraine. Quand on regarde qu'au Sénat, il y a 80 sénateurs qui sont prêts à voter des sanctions. Voilà, tout à fait. C'est quand même un consensus assez inédit. Donc, il est aussi sujet à ce genre d'influence en interne. Et donc, sa manière de se retirer, est-ce qu'il va complètement couper l'aide à l'Ukraine? Est-ce qu'il va couper aussi l'accès aux renseignements? Est-ce qu'il va continuer à autoriser le transfert des armes qui sont dans les pays tiers vers l'Ukraine? Jusqu'à présent, début mai, par exemple, il a accepté le transfert des HIMARS et d'autres types de missiles de longue frappe vers l'Ukraine. Donc pour l'instant, il n'est pas sorti du jeu. Donc on est tous un peu suspendus. Dominique Moisy, là-dessus, il n'est pas sorti du jeu? Non. Je serais tenté à ce point de notre conversation d'élargir le débat. Oui. Vous rappelez la célèbre formule du général de Gaulle, vers l'Orient compliqué, j'allais avec des idées simples. Vers le monde compliqué, je vais avec des idées simplistes. Ça semble être le motto de Donald Trump. Et le monde l'humilie partout. C'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas la paix. En Ukraine, il n'y a pas la paix. Le roi Charles III est au Canada pour soutenir l'indépendance du Canada. Sur le plan tarifaire, la Chine a humilié les États-Unis, il n'y a pas d'autre terme. Et donc il y a un principe de réalité qui est en train de s'imposer, auquel Trump n'est pas prêt. Et là, je crois qu'il y a la nature profonde du président, mais il y a surtout autour de lui un entourage qui est incroyablement faible et qui n'est pas préparé à des défis de ce genre. On rappelle que son émissaire spécial n'a d'expérience que dans la négociation immobilière. Voilà, et donc il y avait hier des gens qui s'appelaient Kissinger ou Brzezinski, maintenant on a Wettkopf. Je crois que c'est pas tout à fait le même niveau. C'est pas le même niveau. Et donc pour revenir sur la question ukrainienne, en réalité, le défi que lui pose Vladimir Poutine suppose que Donald Trump se remette en cause et tout la vision de la diplomatie américaine qui était la sienne. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il est désireux de le faire? Je ne sais pas. Il peut, comme un enfant fâché, vous n'avez pas voulu jouer avec moi, je me retire, je vais jouer tout seul. On va écouter ce qu'a dit Donald Trump il y a quelques jours sur le tarmac de son petit aéroport du New Jersey. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Alors on dirait qu'il avait, jusqu'ici, il connaissait un gentil garçon qui s'appelait Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui soudain s'est transformé en monstre sanguinaire. Mais la question c'est, est-ce que Trump lui-même nous balade ? Quand on regarde ce qu'il avait déclaré le 19 mai sur son réseau social Truth, où il disait « Je viens d'avoir une excellente conversation de 2 heures avec Vladimir Poutine, les conditions seront négociées entre les parties directement comme il va de soi, le ton et l'esprit de la conversation étaient excellents, si ce n'était pas le cas je vous le dirai, on va faire un commerce formidable, le potentiel est illimité ».
7 jours plus tard, on a un autre post sur le même réseau social. Quelque chose lui est arrivé. Il tire sur les Ukrainiens sans raison. Can you believe it? Ça pourrait provoquer la chute de la Russie. Et puis, bien sûr, Zelensky, ça ne va pas non plus, parce que dès qu'il ouvre la bouche, il pose des problèmes. Est-ce que, franchement, il ne se fiche pas un peu de nous? Non, moi, je me Donald Trump, Laure Mandeville. Moi, je pense que c'est sa manière de faire. Il a toujours fait comme ça. Il ne veut jamais être pris par défaut. C'est-à-dire que si la réalité ne colle pas avec ce qu'il avait annoncé, il change son discours en disant « mais je l'avais dit, en fait, que ce serait comme ça ». Oui, mais sauf que le jour où il dit sur son réseau social que tout s'est très bien passé, il dit dans un appel téléphonique aux 5 Européens plus l'Ukrainien que Poutine ne veut pas la paix, qu'il est parti. Donc il dit le contraire de ce qu'il publie. Mais c'est vrai que c'est aussi sa manière d'être en public. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais oublier que Trump est en permanence, c'est un homme de communication, c'est un homme du réseau, de la... Pour vous, ce sont des sincérités successives. Voilà, c'est-à-dire quand il s'adresse aux Américains, il reste dans le récit de l'homme qui raconte une belle histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours, et quand vous lisez L'Art du Deal, il le dit ça, qu'il faut toujours enjoliver le récit, c'est l'hyperbole sincère. Donc vous dites que tout est formidable pour que les gens se sentent bien, qu'ils aillent dans votre sens, que vous les entraîniez dans votre histoire, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne voient pas la réalité. Ouais. Je crois que quand il parle, juste après la conversation aux Européens, il a bien conscience qu'il y a un problème. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il a l'intérêt, c'est ce que dit Dominique Moisier, est-ce qu'il a l'intérêt d'aller plus loin? Moi, je ne pense pas que Trump veuille totalement se laver les mains des affaires du monde. Je ne pense pas du tout que ce soit un pur isolationniste. C'est un homme... Mais il veut des solutions rapides et simples. Voilà, rapides et simples. Il est allé regarder ce qu'il fait au Moyen-Orient. Il est dans cette idée, il faut faire la paix, mais il se mêle de tout. Donc c'est pas un isolationniste. Dominique Moisy. Non, moi, pour prolonger le propos de Laure, je dirais que Donald Trump ne se demande jamais ce qui est bon pour l'Amérique. Il se demande toujours qu'est-ce qui est bon pour moi, et éventuellement ma famille. Le voyage d'affaires dans les Émirats, en Arabie Saoudite, a été un triomphe pour sa famille et accessoirement pour lui. Est-ce que c'était totalement dans l'intérêt des États-Unis? Je crois que c'était fondamentalement une question secondaire à ses yeux. Et je pense que Poutine comprend beaucoup mieux Trump que Trump ne comprend Poutine. C'est-à-dire que Poutine comprend qu'il ne faut pas le provoquer. Et donc dans la discussion qui dure 2 heures, Poutine va choisir ses mots, va être délibérément ambigu et va faire croire à Trump qu'il l'écoute. Je vous ai compris. Et puis ensuite, il y aura les résultats. Et Trump ayant dit à tout le monde, mais ça s'est très bien passé, il n'a pas précisé, il ne m'a jamais dit non. Il ne m'a jamais D'ailleurs, ses interlocuteurs européens étaient consternés parce qu'il leur disait que ça s'était très bien passé, mais ils n'avaient rien obtenu, même pas une trêve. Et donc le discours très calculé de Poutine permet à Trump de ne pas perdre la face à ses propres yeux, avant même les yeux du monde, et de dire oui, c'est un peu plus compliqué que je ne le pensais, il a changé, comme si Poutine n'avait pas toujours été Poutine. C'est ça. C'est pas celui que je connaissais. C'est ça Tatiana Casteljean. C'est sûr qu'on a beaucoup de mal à analyser les revirements d'un Donald Trump. C'est la glace et le feu, en fait. On peut multiplier les exemples de ces contradictions. Le plus flagrant étant un jour Zelensky c'est un dictateur, et puis quelques jours plus tard, Donald Trump avait dit qu'il n'a jamais dit cela. Mais en fait, il y a quand même quelques constantes dans ce qu'il raconte, quelques convictions profondes. La première, c'est tout est la faute des administrations démocrates précédentes. À chaque fois, quelle que soit la situation concernant l'Ukraine, à chaque fois, il ressort
c'est parce que c'était l'administration Biden que nous en sommes là. Une autre constante, c'est qu'il aimerait beaucoup se réconcilier avec Vladimir Poutine, le grand de ce monde. Je pense que la vision du monde est un peu pareille. Oui, il évoque un commerce au potentiel infini, mais il y a très peu de commerce. Et puis les autres ne comptent pas. Il y a de tout temps eu très peu de commerce entre la Russie et les États-Unis. C'est en effet, c'est l'aspect économique, mais Donald Trump, il raisonne par rapport à combien ça coûte à mon pays. Est-ce que je ne suis pas en train de perdre de l'argent sur une affaire qui finalement, on ne peut pas la gagner d'avance, etc. Juste un mot sur leur rapport personnel. Est-ce que vous, les uns les autres, vous croyez qu'un sommet Trump-Poutine est toujours possible ? Pour l'instant, il est reporté. On en parlait dès l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, et je pense que ce sommet ne sera pas possible tant qu'on ne voit pas clairement quelle sorte de percée il peut apporter. Par exemple, s'il y avait une offensive russe en Ukraine, Patrick Saint-Paul, ça compromettrait. On ne peut pas faire de sommet s'il y a une offensive russe, non? Ça paraît très compliqué. Trump peut tout faire, non? Oui, Trump peut tout faire, mais parfois on a l'impression de la même façon que Poutine teste Trump, que Trump teste aussi les limites de son opinion, et quand il dit à répétition qu'il n'est pas content de ce que fait Poutine, mais qu'il n'en tire aucune conséquence, qu'il dit qu'il envisage d'imposer des sanctions, mais qu'il l'a dit plusieurs fois, mais il ne le fait pas. Et en fait, il ne fait rien du tout derrière. Donc on a l'impression que lui aussi teste les limites de qu'est-ce qui passe et à quel moment ça casse et à quel prix je peux me réconcilier avec Poutine. Et clairement, s'il y a une offensive russe, il ne peut pas y avoir de sommet juste derrière. Juste un mot. Dans sa vision mercantile du monde, l'Ukraine est un coût et la Russie un gain potentiel. Je peux faire des deals avec la Russie qui vont me rapporter de l'argent. Alors que aider l'Ukraine, ça coûte aux États-Unis et en dehors des terres rares, etc., ça ne va pas rapporter grand-chose. Ouais. Mais le géopolitique, il ne le calcule pas clairement sur le standing des États-Unis dans le monde. Si après avoir soutenu pendant des années l'Ukraine, ils perdent pied en Ukraine et ils lâchent totalement l'Ukraine et c'est une victoire russe, ça on a l'impression que Trump ne rentre pas dans ses calculs, non? Alors que ce sera, s'il lâche, et si c'est une victoire, c'est-à-dire que si Poutine peut avancer et arriver à ses fins, ça sera une catastrophe évidemment pour les États-Unis aussi. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec l'idée qu'il ne voit que son intérêt personnel, celui de la famille. Je pense que c'est sous-estimer en fait le personnage. Je pense que Trump il a une vision géopolitique pour vous ? Géopolitique, et surtout il a une vision de ce qu'il pense être. Je ne dis pas de ce qui est, mais de ce qu'il pense être l'intérêt national, et que c'est absolument central dans sa vision. C'est vrai qu'il est quand même parfois difficile de distinguer entre l'intérêt personnel et l'intérêt national. Oui, bien sûr. Il y a tout un aspect même de corruption ouverte qui est présent aujourd'hui dans ses affaires, dans sa relation au Qatar, à l'Arabie Saoudite, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que réduire Trump à l'idée d'un égoïsme purement personnel où il ne tenterait pas de défendre l'intérêt national, ça me paraît faux. Je crois que le nationalisme de Trump, on peut juger qu'il a une très mauvaise façon de défendre cet intérêt, mais je pense que c'est très très présent, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles son électorat, qui pense ça aussi, a voté pour lui. Alors dans cette situation, que peut faire l'Europe ? Question brutale. L'Europe, on voit quand même beaucoup plus d'activisme qu'avant par rapport au positionnement dans cette négociation, beaucoup d'initiatives que parfois Vladimir Poutine raye écarte d'un revers de main. Bien sûr, c'est exactement ce qu'on a vu. Il ne veut pas que l'Europe se mêle de ce contentieux. Par l'Europe et par l'Ukraine. Vladimir Poutine en face fait une proposition complètement différente qui met à plat toute la négociation précédente. Et l'Europe vient d'adopter le 17e paquet de sanctions qui touche notamment la flotte fantôme. Ça, on peut discuter si... La flotte fantôme, il faut expliquer, ce sont les bateaux vers lesquels sont transvasés les hydrocarbures russes sous des pavillons. Du Gabon, Libéria, etc. Du coup, et qui, en fait, transportent le pétrole russe qui ne respecte pas ce qu'on appelle le price cap, donc le prix du pétrole auquel les Russes peuvent vendre, le plafond de $60 le baril. Donc ça, c'est tout le sens des dernières sanctions, auxquelles s'ajoutent des sanctions individuelles, etc. Mais bon, les sanctions, on en parle depuis février 2022, et on ne peut pas dire qu'elles aient beaucoup entravé la guerre de Poutine.
les calculs économiques ne vont pas changer les calculs stratégiques et géopolitiques de Vladimir Poutine. Il estime que l'économie s'adapte et qu'il a de la marge de manœuvre là-dessus. Mais vous avez répondu à une interview sur ce sujet il y a quelque temps et vous disiez en fait il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il peut tenir un an et puis d'autres qui disent qu'il peut tenir 4-5 ans. L'économie russe. Pourquoi c'est très difficile de prévoir cela et de prédire ce qui va se passer exactement? L'économie russe est une économie de rente. Elle dépend beaucoup du prix du pétrole. Et donc, qui peut prédire aujourd'hui quel sera le prix du pétrole? Il est en train de baisser parce que le groupe de l'OPEP+, révise à la baisse ses propres limites pour contraindre la production. Donc, le prix baisse quelque peu. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en considération, notamment si le prix il est beaucoup trop bas, cela risque de handicaper les producteurs nationaux aux États-Unis même, et du coup il y a un mouvement de balancier, le prix va revenir un petit peu à la hausse. Donc c'est le facteur qui définit en fait l'état de l'économie russe, le facteur central. Puis il y a d'autres facteurs, par exemple si Vladimir Poutine prépare une offensive et décide d'augmenter les dépenses militaires, l'économie russe depuis le début de l'année montre beaucoup plus de signes de fragilité que ce n'était le cas en 2023 et en 2024, où quand même il y avait la croissance économique de 4,3%. Là, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, s'il décide d'augmenter, ça peut mettre à mal vraiment l'économie russe. Donc ça, on a du mal à prédire les actions des uns et des autres. On voit très très bien les points de fragilité, mais il y a quand même un point d'interrogation sur jusqu'où ça peut aller. Est-ce que les Européens ont un rôle à jouer diplomatique à ce stade? Décisif. Dominique Moisy. Décisif, parce que en fait, l'Amérique s'est psychologiquement retirée du jeu. Les alliés de l'Amérique sont groggy. En fait, sur un plan positif, les premiers 100 jours de Trump ont permis à l'Europe de passer de l'adolescence à l'âge adulte. En 100 jours, c'est... En 100 jours. Tout à fait. C'est brutal, presque. Mais maintenant, est-ce qu'on va se comporter comme des adultes responsables? C'est bien entendu une autre question. Alors là, il y a des signes positifs quand même, en particulier ce qui se passe en Allemagne. Qui est fondamental. On a un nouveau chancelier qui tient un nouveau langage, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus clair. Les propos de Frédéric Merz au cours des dernières 48 heures, autorisant l'utilisation d'armes à longue portée qui peuvent frapper la Russie, me paraissent en soi quelque chose de très positif. Il va donner des taurus, Patrick Saint-Paul? C'est des adultes sans appartement ni compte en banque, parfois, les Européens. Mais, parce qu'on voit, il autorise les Alliés à utiliser... Enfin, il annonce l'autorisation plutôt des Alliés à utiliser ces armes à longue portée. Mais les Allemands, pour l'instant, n'ont pas donné une arme qui porte à plus de 60 km. Donc, ils peuvent toujours autoriser pour les autres. On a l'impression que c'est comme quand ils disaient... La question, c'est ce qui va donner des taurus. Parce que pour envoyer les taurus, il fallait envoyer des... Alors les taurus, c'est des missiles. C'est des missiles qui ont une portée de 500 km et qui sont très très précis, qui peuvent par exemple frapper le pont de Kerch et faire de gros dégâts, et qui peuvent surtout frapper les bases logistiques d'où décollent. Et c'est ça qu'a dit Merz, qui était très intéressant, c'est que il faut qu'on arrête de forcer les Ukrainiens à se défendre avec les mains attachées dans le dos, et qu'il faut qu'ils soient capables d'aller frapper là où décollent à la fois les missiles et les drones russes. Mais pour l'instant, il n'a pas annoncé les livraisons des taurus. C'est quelque chose qui reste très compliqué dans sa coalition. On a vu les dernières déclarations de son ministre de la Défense, le SPD Pistorius, qui lui reste opposé à la livraison des taurus. Donc il y a cette évolution qui est de Merz de dire qu'il y a une espèce d'ambiguïté stratégique, que les Allemands ne diront plus quel type d'armes ils livrent à l'Ukraine.
Mais il y a un moment où il sera obligé de sortir de l'ambiguïté, puisque demain déjà, Zelensky est en visite à Berlin et que tous les journalistes vont lui poser la question, que lui, c'est une question qui préoccupe sa coalition, qui ne peut pas prendre la décision de livrer des Taurus à l'Ukraine sans l'autorisation du SPD. Il n'est pas obligé d'avoir un vote au Bundestag, c'est une bonne nouvelle pour des livraisons d'armes, mais il doit avoir l'autorisation, il doit y avoir un consensus au sein de la coalition, et pour l'instant... Sinon, elle explose. Sinon, on revient elle est mise en péril. Du mois de décembre où ça avait explosé sur le budget, là ça explosera sur les livraisons d'armes. Donc il sera obligé de sortir de l'ambiguïté tôt ou tard. Si ce n'est pas demain lors de la visite de Zelensky, ce sera lorsque les Russes trouveront des débris d'un Taurus et qui ne manqueront pas de dire que ce sont des Taurus, que c'est des armes allemandes et que maintenant les Allemands sont partie prenante au conflit. Il ne va pas dire ça pour essayer d'influencer sur le SPD qui a beaucoup à perdre en ex-RDA sur les élections à venir. Il y a plein d'élections locales qui sont programmées et on sait très bien que la AfD est en pleine progression parce qu'il y a tout un électorat qui est très très pro-russe en ex-RDA. Je dirais que d'abord que l'Allemagne c'est un élément absolument clé pour cette Europe qui essaie d'émerger, parce que l'Allemagne, malgré les problèmes économiques qu'elle a, c'est quand même la puissance économique de l'Europe. Et sans la puissance économique allemande, si cette puissance économique allemande n'est pas mise à disposition de ce réarmement européen que dans les mots tout le monde appelle de ses voeux, mais qui en réalité n'est toujours pas véritablement visible, c'est pour ça que c'est tellement important. Le deuxième élément sur l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a été tellement liée aux États-Unis que c'est très difficile pour les Allemands de penser de manière autonome qu'ils vont devenir une locomotive ou un des éléments de cette locomotive européenne avec ce fameux quatuor avec la Pologne, la Grande-Bretagne et la France. Et donc ça, on voit d'ailleurs bien que Merz, à chaque fois qu'il s'exprime, parle aussi des États-Unis. Il dit avec les États-Unis, nous avons décidé que on faisait sauter ses limites sur les missiles à longue portée, etc. Donc ça c'est intéressant. Et de manière générale, c'est le problème de l'Europe. Et ça a été, dit de manière assez sévère et assez sèche dans un récent article par l'ancien ministre des Affaires étrangères lituanien, qui lui est très allant, Gabrielius Landsbergis, qui a dit l'Europe parle beaucoup, mais est-ce qu'elle fait vraiment? Et c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui que les Européens, tout en se mettant à la manœuvre rhétoriquement, symboliquement, en allant à Kiev, en soutenant, ce qui est déjà très important, ont du mal, attendent toujours que les Américains les soutiennent pour avancer. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, encore une situation qui est mitigée et on ne sait pas ce que ça va donner. Dominique Moisy? Non, je crois que je suis tout à fait d'accord avec Laure. Je crois qu'il y a plus que des nuances au sein de l'Union européenne. Il y a ceux qui sont dominés par la nostalgie de la période d'avant Trump et qui attendent le retour du grand frère protecteur. Ils se disent, cette parenthèse, elle ne va pas durer, on va revenir à des fondamentaux beaucoup plus classiques, parce qu'en réalité, on ne sait pas faire sans l'Amérique. Et puis, il y a ceux derrière Emmanuel Macron qui disent mais non, c'est l'occasion de trouver notre autonomie stratégique. Nous ne pouvons pas dépendre d'un pays aussi peu fiable, reliable, et le mot anglais. Et là, on fait appel plus encore à ce qui se passe à l'intérieur de l'Amérique qu'à la politique étrangère de l'Amérique. Regardez comment il traite la science, regardez comment il se comporte par rapport au droit et à la démocratie. Nous ne pouvons plus dépendre d'un pays qui est un danger pour lui-même et pour la cause démocratique. Nous devons, juste d'un mot, nous devons constituer autour de l'Europe un bloc de la raison. Et un bloc de la raison que rejoindraient les déçus de l'Amérique, que sont le Japon, le Canada, l'Australie. Il ne s'agit pas de dire ils vont devenir membres de l'Union européenne, mais regardez... C'est l'OTAN sans les États-Unis. Regardez ce qui vient de se passer sur le plan électoral au Canada et en Australie. Il y a eu un effet anti-Trump. Des candidats qui devaient être battus l'ont emporté parce que les électeurs se sont dit c'est plus possible de compter sur cette Amérique.
On va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, à la première étape de son voyage en Asie, sur ces questions Ukraine-États-Unis. La priorité pour la France, pour ses partenaires européens et les Ukrainiens, c'est que nous obtenions au plus vite un cessez-le-feu, le plus durable possible, qui permette d'engager des discussions pour une paix robuste et durable, et que pour cela, comme nous l'étions dit il y a une dizaine de jours à Kiev, en européen et en coordination étroite avec les Américains et d'ailleurs plusieurs autres alliés, eh bien, nous donnions une date butoir au président Poutine, qu'enfin tous puissent constater qu'il ment, et qu'au-delà de cette date butoir, il y ait une représaille massive qui soit effectuée, en particulier en termes de sanctions. Alors, est-ce qu'on est dans une vision réaliste, Patrick Saint-Paul? Trump ment, Poutine ment, Trump va s'en rendre compte, il va passer des paroles aux actes. C'est la stratégie qu'ont concocté les Européens avec Zelensky depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire Mais le président français qui est censé Poutine, et ensuite de faire le pari que les Américains changeront leur fusil d'épaule. Mais le problème, c'est que tant que les Européens ne s'organisent pas eux-mêmes, ils n'ont aucune garantie que Trump reviendra au secours et qu'il leur donnera toutes les armes nécessaires et qu'il tirera les conclusions de la prise en défaut de Poutine. Tatiana Castoué-Vajan, on a l'impression qu'en fait, même le président français redoute avant tout que les États-Unis quittent la table. Bien sûr qu'ils redoutent. Et les Européens, en fait, ils mènent une double politique, à la fois sur Qu'est-ce qui se passe si Trump s'en va, travailler sur l'autonomie stratégique, mais de retenir aussi par la manche sur Trump qui veut abandonner l'Europe à son sort. Quand on voit, par exemple, tous les projets que Emmanuel Macron élaborait pour envoyer une sorte de force de réassurance, cela a été appelé, en cas de trêve, en Ukraine, oui, voilà. Des garanties de sécurité. Il espérait quand même, et ça a été clairement dit, que les Américains devraient aussi rester, mais en troisième rideau, troisième ligne de défense en quelque sorte, avec les Ukrainiens en premier, les Européens en deuxième, et les Américains d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai qu'en Europe, l'idée de faire complètement son chemin sans les États-Unis, c'est pas encore complètement accepté. Donc on travaille sur les deux, sur l'autonomie. Est-ce que c'est pas ça la stratégie de Poutine, de pousser Trump à se désintéresser du sujet et de n'avoir en face de lui que l'Ukraine et l'Europe? Exactement, tout à fait. Je crois que Philippe, vous mettez le doigt sur le sujet, je crois, son calcul, c'est-à-dire, puisqu'il veut proposer un nouveau mémorandum, il ne serait pas étonnant de voir émerger un mémorandum qui ait l'apparence d'une ouverture pour Trump, mais qui soit en réalité inacceptable, et donc qui fasse que Trump dise « Ah bon, vous ne voulez pas prendre ?» Et bien, dans ces cas-là, moi je retire mes billes, j'en ai marre, et que du coup, l'Europe se retrouve face à face avec cette menace russe, ce problème russe. Et c'est vrai qu'il faut dire que quand vous lisez aujourd'hui les idéologues russes et ce qui est dit sur l'Europe par les stratèges style Karaganov, qui a été pourtant l'interlocuteur j'imagine, de Dominique Moisy et de beaucoup d'autres stratèges européens pendant toute la période, d'ailleurs pré-perestroïka puis post-perestroïka, et qui dit des choses absolument monstrueuses sur l'Europe aujourd'hui, où il dit carrément ouvertement, il faut casser le dos de l'Europe, comment dire, la dompter. Elle ne mérite que ça, cette Europe qui nous a trahis. Il y avait aussi un papier des services de renseignement militaire qui décrivait l'Europe comme le foyer permanent du fascisme, contre lequel les États-Unis et la Russie se battent ensemble. Oui. Non, je crois qu'il y a trois choses. La première, en fait, c'est une banalité totale, mais pourquoi, ad vitam aeternam, 500 millions d'Européens devraient compter sur 350 millions d'Américains pour résister à 140 millions de Russes? Ça n'a pas de sens. C'est Donald Tusk qui a dit ça. Mais c'est tout à fait, ça me paraît... C'est arithmétique. Ça me paraît d'une logique profonde. Et donc le problème n'est pas dans ces chiffres, il est dans le calendrier. Oui. Je crois que même si nous réalisons cela, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Alors ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, c'est qu'il y a chez les Russes qui ont eu le sentiment d'être humiliés par le monde occidental, en particulier
dans les années 90, après la chute de l'URSS, les années Yeltsin, une volonté de revanche. Volonté de revanche sur l'humiliation qu'ils se sont infligés à eux-mêmes, que nous n'avons pas qu'ils imputent aux Occidentaux, au camp occidental. Voilà. Moi, je me souviens d'une période en 95 où on définissait au plan occidental ce que devait être la stratégie à l'égard de la Russie, et les termes utilisés étaient les suivants. Intégrons la Russie si nous le pouvons. Contenons-la si nous le devons. Alors, le troisième point, c'est sur le plan idéologique, sur le plan des idées. Il y a une philosophie viriliste qui est dominante en Russie. Nous sommes des faibles, des mous, des woke, des favorables aux transgenres, tout ce que vous voulez. Une société, une culture en décadence. Nous ne méritons pas le statut qui était le nôtre hier et qui va disparaître demain. Donc, Tatiana Castevet-Vingent, les Européens ne seront jamais un interlocuteur acceptable pour la Russie de Vladimir Poutine, et sûrement pas des intermédiaires dans la négociation. C'est vrai qu'il y a du mépris chez Vladimir Poutine au Kremlin, et ça se répand un peu aussi chez les Russes, le mépris à l'égard de l'Europe, qui ne représente rien comme puissance militaire, qui, jusqu'à l'élection de Donald Trump, était dans le suivisme total des États-Unis, et qui se met sur un pied beaucoup plus guerrier depuis l'élection de Trump, etc. D'où toute cette haine concentrée, dirigée vers l'Europe plus que vers les États-Unis, qui sont plus pragmatiques, avec lesquels on peut faire des affaires. Et je pense que cette perception, elle risque de rester pendant un certain temps. Mais l'Europe, elle a quand même des outils pour peser. S'il ne reste que l'Europe et l'Ukraine face à la Russie de Vladimir Poutine, est-ce que, et si la négociation n'a pas lieu et donc la guerre se poursuit, est-ce que tout simplement l'Europe peut tenir tête et tenir le choc aux côtés de l'Ukraine, selon vous? C'est le grand sujet. Déjà, quand même, le sujet, l'Ukraine a beaucoup de faiblesses actuellement, et notamment le manque de la ressource humaine pour tenir le front, etc. C'est un courage extraordinaire dont ils font preuve. Néanmoins, il y a de vraies faiblesses. Et si Vladimir Poutine augmente l'intensité, s'il se décide, ce qu'il ne veut pas faire jusqu'à présent, mais à renforcer la mobilisation, etc. Le sujet, combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir tenir avec l'Europe, qui a mis beaucoup plus de temps pour prendre conscience de la situation, etc. Au fond, la guerre, elle est là depuis 2014. L'Europe n'a rien fait pour se préparer. Et là, il faut du temps, il faut des années, en fait, pour arriver vraiment à soutenir l'Ukraine. Je dirais que la situation, elle est assez risquée. Et en effet, les Ukrainiens le disent depuis 2014, nous sommes en train d'assurer votre défense, vous, les Européens. Et c'est en effet le cas. Patrick Saint-Paul. Tout dépend des conditions dans lesquelles se font le désengagement américain. C'est-à-dire que le jour si Donald Trump décide de se laver les mains du problème ukrainien, c'est est-ce qu'il continuera à accepter qu'on livre des munitions pour les patriotes. Ça, c'est un truc essentiel parce que là, les Européens... Qu'on lui achète des armes et des munitions. Qu'on lui achète des armes ou qu'il autorise les pays qui ne les donnent pas à les livrer à l'Ukraine, parce que pour l'instant, autant sur tous les aspects qui sont artillerie, les drones ukrainiens permettent de compenser assez largement le défaut de munitions et d'armes à longue portée, mais sur la défense des villes ukrainiennes, et ça c'est très important pour le moral des Ukrainiens dont les familles se battent sur le front, et pour les soldats sur le front, de savoir que leurs familles dans les villes sont défendues aussi. Là, il n'y a pas d'alternative aux munitions des patriotes pour l'instant. Et semble-t-il, l'Ukraine commence à être à court d'armes anti-aériennes. Et elle le dit, et ça devient de plus en plus compliqué, et d'où les attaques qui font de plus en plus... En clair, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un effondrement
Non, on voit que pour l'instant le front tient dans le Donbass et que en un an les Russes ont très peu progressé. Donc vous ne croyez pas à une offensive majeure depuis des mois et des mois, et les avancées se comptent en quelques dizaines de kilomètres, mais il n'y a pas eu de percée sur le front. Le front tient pour l'instant, mais le grand danger, c'est l'effondrement dans les villes du moral des Ukrainiens et qui est un espèce de... Puisqu'on voit bien que, comme le disait Tatiana, il y a un problème humain aussi pour recruter des volontaires. C'est de plus en plus difficile en Ukraine de les faire venir. Et si c'est pas les soldats qui sont sur le front qui posent vraiment problème, parce que eux ont perdu leurs camarades et veulent continuer de se battre pour que ces pertes n'aient pas été pour rien, mais c'est de faire venir des nouvelles recrues. Et là, pour ça, le moral est quelque chose d'absolument crucial. Ouais. Si on voit que cette guerre ne mène nulle part, on ne va pas s'engager pour aller faire la guerre. Alors il y a une sorte d'arme fatale qui est évoquée depuis quelque temps et qui a été défendue dans Foreign Affairs par 2 anciens de l'administration Biden, qui est de saisir les 300 milliards d'avoirs russes qui sont gelés en Europe, avec le raisonnement de dire, bon, certes, les marchés financiers sont réticents parce que ça crée un précédent, du coup on n'investira plus en Europe, etc. Mais, disent-ils, il faut combler le vide laissé par les États-Unis d'une part, il ne faut pas surtaxer vos citoyens d'autre part, et leur dernier argument, c'est que ça s'est déjà fait, qu'on a déjà saisi les avoirs de l'Irak lorsque l'Irak a envahi le Koweït en 1991 pour payer la reconstruction du Koweït. Vous en pensez quoi? Il nous reste 3 minutes. Mais apparemment, en tout cas, il y a des tas de possibilités, en fait, en tout cas, de capitaliser cet argent et de garantir. Alors pour l'instant, on utilise les intérêts de ces sommes, mais pas la somme elle-même. Mais de les mettre dans un espèce de fonds. Il y a plein de formules juridiques qui sont étudiées, qui permettraient en fait de mobiliser cet argent et de financer, par exemple, de le mobiliser sans le confisquer. Voilà, sans le confisquer, exactement. Le mobiliser sans le confisquer. Il y a une formule qui a été imaginée par les Anglais, qui est de se servir de cet argent comme garantie pour des prêts, en disant que de toute façon, on peut l'utiliser comme garantie puisque c'est une avance en quelque sorte sur les réparations que la Russie aura à payer après la guerre. Et ça, c'est classique. À la fin d'une guerre, quand il y a un traité, mais en général, c'est le vainqueur qui décide des réparations. Ce n'est pas la réponse à la question posée. La question posée aujourd'hui, c'est celle des hommes ukrainiens. Ouais. C'est pas l'argent qui fait défaut, c'est la masse démographique, c'est l'épuisement. Est-ce que tout de même, cet argent, s'il était donné à l'Ukraine, est-ce que quand Donald Trump dit à Zelensky vous n'avez aucune carte, est-ce que ça ne serait pas tout de même une carte face à Poutine qui n'est pas sans valeur? On pourrait armer l'Ukraine, parce qu'il y a aussi quand même la guerre technologique est très importante. Tout ce qu'on a donné à l'Ukraine, les hommes en partie. Pardon Laure, mais ça représente ces 300 milliards plus que ce qu'a reçu l'Ukraine depuis 2022 de l'Europe et des États-Unis. Tout à fait. Non, ce serait important, mais pas nécessairement suffisant et décisif. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas exclure une défaite de l'Ukraine, une capitulation imposée par Poutine. Et je crois que ce dont nous devons être conscients, nous, en Europe, c'est que cette défaite de l'Ukraine, ce serait notre défaite. La capitulation de l'Ukraine, ce serait un encouragement donné à la Russie pour aller plus loin. La défaite de l'Ukraine, c'est une défaite pour l'Europe. Est-ce qu'on doit voir la Russie comme une menace existentielle? Beaucoup de gens pensent que c'est loin et que ça n'est pas une menace imminente sur les Européens. Au Kremlin, il y a un régime qui estime que l'Occident et l'Europe sont des ennemis. On voit bien le résultat que cela produit. Nous sommes déjà la cible d'une guerre hybride qui bat son plein sur tous les plans. La guerre informationnelle, les sabotages, les subversions, des meurtres des personnalités d'opposition et des hommes politiques. On a vu le PDG de Rheinmetall, il y a eu une tentative d'assassinat. Donc ce genre de choses...
ça va. Donc une menace directe pour l'Europe. Patrick Saint-Paul, il nous reste 30 secondes. C'est une menace directe pour l'Europe, mais j'ajouterai aussi à ce qu'a dit Dominique Moïsi que c'est non seulement une défaite pour les Européens, mais une défaite pour l'Amérique, parce qu'elle ne sera plus respectée et que ce retrait américain aura les mêmes effets, voire encore plus dévastateurs que le retrait américain d'Afghanistan. Laure Mandeville, vous êtes d'accord? Je suis absolument d'accord. Je pense que c'est une guerre fondamentale, non seulement pour Poutine, mais pour nous, et que nous devons absolument être au rendez-vous de cet énorme défi. Bon, merci à tous les quatre. Tonalité un peu grave, bien sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.